Bienvenue sur New Deal Santé, le podcast des futurs possibles. Je suis le docteur Martin Blachier. Je suis ravi de vous retrouver pour ces vidéos où on va effectivement travailler sur des sujets de santé, de société et surtout sur l'avenir. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on réfléchisse à un problème qui, pour moi, est vraiment un des problèmes les plus importants qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment le sujet des réseaux sociaux. Ça fait 5 ans que je travaille dessus avec plein d'équipes. Aujourd'hui, j'ai une conviction profonde, c'est que les réseaux sociaux, c'est une drogue. Trafiquant qui crée la drogue. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est par exemple le parallèle qu'on peut faire entre la cigarette et les réseaux sociaux. Et vous pouvez remarquer à quel point la cigarette, les marketeurs ont tout fait pour la rendre cool. Et on se rappelle de ce cow-boy Marlboro, avec le vent dans les cheveux, dans les grands espaces de l'Ouest américain, qui était censé symboliser la liberté. La liberté de se rendre dépendant à une drogue qui était la cigarette. C'est pour voir à quel point les marketeurs sont forts. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé avec les réseaux sociaux. En fait, les marketeurs ont rendu extrêmement cool le fait de devenir totalement addict à une drogue. Donc le problème, c'est pas d'être addict, parce que des gens pourraient dire: «Bah, moi, j'ai rien à faire de toute façon, je vais faire du réseau social, je vois pas en quoi c'est un problème». Non, sauf qu'on sait aujourd'hui que, comme la cigarette, crée des cancers, crée des infarctus, crée des problèmes pendant la grossesse, bah, les réseaux sociaux créent énormément de problèmes chez tout le monde, mais notamment chez les jeunes. Pourquoi? Parce que le cerveau des jeunes, il est 10 fois plus addict que le cerveau, des adultes, donc ils sont encore plus touchés. Ces dernières années, notamment avec la crise Covid, on s'en est rendu compte. La jeunesse aujourd'hui est totalement intoxiquée au réseau social. Ça crée ce qu'on voit finalement quand on regarde la santé mentale, ça crée des épidémies de dépression, des épidémies d'angoisse, mais encore plus grave, ça va les empêcher de se développer et c'est extrêmement inquiétant, pour l'avenir. Donc on a vraiment en face un problème de santé publique. On a des narcotrafiquants qui travaillent dans des boîtes extrêmement branchées, en Chine et aux États-Unis. Nous, en plus, en Europe, on peut même pas se dire qu'il y a une compensation économique parce qu'en réalité, on ne fait que se droguer, à une drogue, digitale, qui est fabriquée, dans la Silicon Valley ou dans son équivalent, chinois. Moi, ce qui me catastrophe tout le temps, c'est de voir les débats, notamment les psychiatres, souvent, qui vont dire, «Ouais, mais le problème, c'est le contenu». Mais en fait, c'est là qu'est l'erreur. Le problème n'est pas le contenu. Le problème, c'est peu importe le contenu. En fait, l'intelligence artificielle, elle s'en fiche du contenu. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est simplement qu'ils vont trouver le meilleur contenu pour vous-même. Et aujourd'hui, avec les données qu'ils ont, ils savent mieux que quiconque, ils savent mieux que vous-même ce qui va vous rendre captif à la plateforme. Donc, il va falloir réagir comme on a réagi pour la cigarette. Déjà, il va falloir conscientiser. Il va falloir se rendre compte qu'on est drogué. Aujourd'hui, personne ne se rend compte qu'il est drogué. Les gens commencent à avoir l'intuition qu'ils sont drogués. L'autre jour, j'écoutais une émission sur France Culture où il y avait des parents, et c'est intéressant d'entendre les gens. Ils disaient: «En fait, j'ai l'impression, avec le téléphone portable et mes enfants, d'être un dealer». C'est-à-dire que j'ai l'impression que je dois leur donner leur dose parce qu'ils en ont besoin, mais en même temps, ça m'inquiète de les droguer, aux réseaux sociaux. Je vois bien que c'est en train de les détruire, mais en fait, je suis quasiment en train de gérer une addiction comme on gère les addictions dans les centres de sevrage pour des drogues beaucoup plus dures, la cocaïne, le crack, le cannabis, et même la cigarette. Donc en fait, les parents se retrouvent en condition de devoir sevrer leurs enfants, mais c'est très difficile de faire un sevrage. On a des symptômes, de sevrage. Mais de l'autre côté, s'ils ne sevrent pas leurs enfants, bah, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont en fait des enfants qui sont en train de se détruire, psychiquement par de la surconsommation de drogue. Ça crée une angoisse majeure. Alors aujourd'hui, c'est important de comprendre qu'on ne sait pas exactement les mécanismes qui font que les réseaux sociaux détruisent le psychisme des jeunes, mais aussi des adultes. Faut pas que parler des jeunes, parce que les jeunes, c'est pire, mais les adultes, c'est le cas aussi. L'avantage des adultes, c'est qu'ils ont pu se construire dans une époque où ils n'étaient pas encore minés par les réseaux sociaux. Mais on est victime aussi d'être des réseaux sociaux, de TikTok, Instagram, de Snapchat, de YouTube, et même de WhatsApp. On ne sait pas. En fait, il y a plein d'hypothèses qui sont faites. Et finalement, de parler de ces hypothèses, je trouve que c'est presque pire que de simplement dire que c'est une drogue, qu'elle est extrêmement toxique et qu'on ne connaît pas encore bien les mécanismes. Pourquoi? Parce qu'on croit comprendre les mécanismes et du coup, on pense qu'on va pouvoir maintenant consommer cette drogue de façon saine. Mais on ne fume pas de façon saine, on ne mange pas au McDo de façon saine, on ne boit pas beaucoup d'alcool de façon saine. Il faut se sortir cette idée-là de la tête. Le problème que vous avez, c'est que la population mondiale est intoxiquée à cette drogue des réseaux sociaux et que leur enlever ça, c'est même impossible. En fait, on est allé trop loin.
Donc il va falloir faire exactement ce qu'on a fait avec la cigarette, les paquets neutres, les taxes, trouver des substituts, c'est-à-dire, et la gomme nicotinique, il va falloir trouver des substituts. Juste avant de venir, je suis allé me faire un peu maquiller chez Sephora et je parle avec, Kenza qui est la maquilleuse et je lui dis que je vais faire ce podcast sur les réseaux sociaux qui sont une drogue. Elle me dit: «Mais c'est une drogue». Moi, j'ai bien compris que c'était une drogue. Mais comment je fais pour me sevrer? Et elle me dit: «Comment je fais? Parce que je n'y arrive pas, je n'arrive pas» et je lui dis: «Bah oui, mais je suis d'accord, c'est extrêmement, difficile». Elle me dit: «Quand je suis toute seule, en fait, tant que je travaille, ça va, mais dès que je me retrouve toute seule, bah, je vais sur le réseau social, comme avant on allait fumer». Et ce qui est aussi dingue, en fait, avec ce parallélisme entre la cigarette et les réseaux sociaux, c'est à quel point les réseaux sociaux, donc déjà, se sont donné une image cool et elles ont infiltré toutes les dimensions de notre vie. La cigarette, c'était le paquet que vous aviez dans la poche, c'était ce que vous faisiez en soirée, c'était la cigarette après l'amour. Il y a un groupe d'ailleurs de musique qui s'appelle Cigarette After Sex, qui est très bien d'ailleurs. C'était la pause clope, au travail, c'était, même les collégiens qui se retrouvaient pour fumer. Donc en fait, ça avait quasiment tout ce qui était cool, c'était la cigarette. C'était l'époque, du rock, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux et vous pouvez faire le parallèle, c'est exactement la même chose. Les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est cool. C'est comme ça qu'on va dater, c'est comme ça qu'on échange des photos, c'est même comme ça qu'on parle, à la famille, c'est comme ça qu'on va, faire, nos achats et donc en fait, elle a infiltré notre vie comme la cigarette avait infiltré notre vie et comme le sucre et le gras a infiltré notre vie avec le McDo, avec le burger. D'ailleurs, c'était très cool avant de manger des burgers. Tout le monde voulait manger des burgers, des frites et c'est ça la force des marketeurs. C'est que non seulement la drogue vous rend addict pour des raisons biologiques, mais en plus, vous avez des habitus qui vont renforcer la drogue par le génie du marketing. Et si vous en êtes pas conscient, bah en fait, vous êtes juste une proie à des trafiquants qui ont les meilleurs ingénieurs du monde, je le redis, qui ont les meilleurs, marketeurs du monde. Et aujourd'hui, je me dis, on pensait que le plus grand trafiquant de drogue de la planète, ça avait été Pablo Escobar, mais pour moi, aujourd'hui, le plus grand trafiquant de drogue de la planète, c'est Mark Zuckerberg. Il habite en Californie et il a été considéré pendant des dizaines, 10 ans, 20 ans, comme le plus grand génie, l'exemple même pour une génération. C'est tout ça qu'il faut déconstruire. Comme on a mis 20 à 30 ans à déconstruire le mythe de la cigarette, il faut qu'on mette beaucoup moins de temps, parce qu'on n'a pas le temps, à déconstruire le mythe des réseaux sociaux. Il faut aller regarder ce qui a été fait avec les autres drogues. En fait, déjà, à partir du moment où on a accepté que c'était une drogue, je pense qu'on a fait la moitié du chemin. Parce que on n'arrive pas dans un domaine d'addictologie qui est vierge. La cigarette, moi j'ai fait des, des revues de littérature où j'avais des milliers de papiers sur les techniques de sevrage de la cigarette. Déjà, ce qui marche, c'est que les États, arrêtent d'aller dans le sens de ces trafiquants. Elle aille dans le sens opposé. Comme on a fait la guerre aux cigarettiers, comme on essaye de faire la guerre à la malbouffe, il faut qu'on fasse la guerre aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les taxer. Vaut mieux taxer les plateformes de réseaux sociaux, d'autant qu'on n'en a pas en Europe, plutôt que de taxer les foyers ou les entreprises qui font une autre activité. Donc s'il y a bien une activité qu'il faut taxer, c'est celle-là, et il ne faut pas faiblir. Il faut, protéger les enfants. Ils sont 10 fois plus addicts. Donc comme le tabac et l'alcool sont interdits aux enfants, et ben, en fait, il faut interdire les réseaux sociaux. Les parents qui laissent les enfants jouer ou même parfois qui leur donnent le smartphone pour aller sur les réseaux sociaux, c'est comme s'ils leur donnaient une cigarette et qu'ils leur allumaient avec le briquet, en face du visage. C'est exactement la même chose. C'est de la paix parce qu'en fait, vous donnez un shoot de dopamine, donc l'enfant, il va se calmer tout de suite. Vous le droguez en fait, hein, on raconte, hein, parfois qu'on droguait les enfants pour les calmer avec, des neuroleptiques, par exemple. Bah, là, c'est pareil, vous les droguez avec une drogue digitale. Donc on dit: «Il faut éduquer les parents, il faut interdire les réseaux sociaux, aux enfants». Il faut être extrêmement clair. Il faut absolument pas, de toute façon, exposer les enfants avant 3 ans aux écrans, mais ce qu'il en est des réseaux sociaux, il faut surtout pas que les enfants aient des comptes ou aillent sur les réseaux sociaux jusqu'à leur majorité, jusqu'à leurs 18 ans, comme quoi il ne faut pas qu'ils boivent de l'alcool, il faut pas qu'ils fument de cigarettes, il faut éviter qu'ils aillent au McDo. Comme ça, on a fait le message de santé publique. Mais jusqu'à 18 ans, il ne faut pas le faire. Et à partir de 18 ans, il faut éviter que cette drogue vienne polluer votre vie. Enfin, votre vie, il faut en faire quelque chose. Il ne faut pas la laisser se faire polluer par n'importe quelle drogue, d'ailleurs. Parce que c'est ça le danger des drogues. C'est qu'en fait, elle prend toute la place et elle est tellement forte qu'elle vous empêche de faire le reste. Et chez les enfants, ce qui est dramatique, c'est que finalement, le réseau social qu'ils ont, leurs amis, leur famille, heu, c'est la construction de leur bien-être, de leur bonheur. Toutes les études montrent que le bonheur est directement relié à la qualité de vos interactions sociales. En fait, le réseau social va venir tuer
ces interactions sociales et va venir les remplacer par la force, de l'algorithme et du coup, c'est une fabrique du malheur. Donc en fait, quelque part, vous condamnez vos enfants au malheur. C'est pas pour rien que dans les données épidémiologiques, on voit des vagues très inquiétantes d'angoisse, de dépression, de troubles du comportement alimentaire. Ça dépend un petit peu de la région, mais depuis l'arrivée dans la poche des enfants sur leur smartphone, de TikTok, de Snapchat, de Facebook et d'Instagram. Il faut, en quelque sorte, sortir ça de l'environnement des enfants et surtout, il ne faut pas les laisser y rentrer. Parce que comme on a dit, une fois qu'ils y sont rentrés, vous avez, la problématique, du sevrage. Chaque mois qu'on perd à exposer des enfants à cette drogue digitale, c'est, un drame de santé publique qui continue. Encore une fois, c'est comme si on laissait les cigarettes à la portée des enfants et c'est pas juste qu'ils ont le droit de le faire, c'est qu'ils le font tous. Aujourd'hui, on a 90-95 % des enfants qui sont sur les plateformes, de réseaux sociaux. Donc il faut absolument, l'interdire aux enfants. Aujourd'hui, on sait que les enfants passent en moyenne 3 heures et demie à 4 heures sur les réseaux sociaux. Si vous enlevez le sommeil, si vous enlevez l'école, si vous enlevez les repas, globalement, ils passent plus de la moitié de leur espace mental disponible sur ces réseaux sociaux. C'est pour dire la place et la force, qu'a cette drogue, sur le cerveau des plus jeunes. La drogue, pour moi, qui est le plus proche, des réseaux sociaux, c'est la cigarette. C'est la cigarette pour plusieurs raisons. D'abord, le mécanisme neurobiologique, c'est le renforcement intermittent, comme je disais, c'est-à-dire que c'est des petites doses comme ça dont on a besoin. Donc en fait, on a un petit manque qui monte, on arrive à calmer l'angoisse en se reprenant une petite dose de nicotine, ou de dopamine. Pour bien expliquer comment le réseau social va nous droguer, il faut reprendre l'expérience du chien de Pavlov. Le chien de Pavlov, c'est une expérience qu'on apprend dès qu'on fait des études de santé. Donc nous, en médecine, on avait le chien de Pavlov. Pavlov avait un chien, et son chien, comme tous les chiens, adorait le moment où il allait avoir sa gamelle remplie de nourriture. Et il fait une expérience assez intéressante, c'est que quelques minutes avant de lui apporter sa gamelle, il fait sonner une petite cloche. Et après, il lui donne la gamelle. Et il voit que quand le chien, voyait sa gamelle avant, il salivait et que petit à petit, en entendant la petite cloche, il se met à saliver. Bon, c'est pas très compliqué de comprendre que le cerveau du chien a, fait une analogie entre la cloche, et la gamelle et donc à chaque fois qu'il entend la cloche, en fait, son cerveau, heu, produit de la dopamine, comme quand il voyait la gamelle. Il a fait un raccourci entre la gamelle et le chien et en fait, les notifications et le scroll, c'est exactement comme la cloche de Pavlov. En fait, à chaque fois qu'on a une notification ou à chaque fois qu'on est sur le scroll, en fait, on a un petit signal qui nous fait sécréter de la dopamine et donc du coup, ça nous laisse penser que peut-être un plaisir, va arriver et donc ça nous excite, ça nous stimule et donc on cherche le petit plaisir en scrollant, indéfiniment. Et là où ils ont été extrêmement forts, c'est d'intégrer de l'incertitude dans ce circuit de la récompense, dopaminergique. C'est-à-dire qu'on a une notification, on a, un scroll et on se dit: «Peut-être que je vais avoir du plaisir, parce que peut-être que je vais avoir un like, peut-être que je vais avoir un message de quelqu'un que j'aime bien». Il faut bien comprendre que l'homme est bien fait. L'homme est bien fait parce que la théorie de Darwin, fait que l'homme s'est amélioré au fur et à mesure, de l'évolution. Et notre cerveau, en fait, il est fait pour nous encourager à réaliser les besoins naturels. Donc la nourriture, ça nous fait sécréter de la dopamine parce que c'est bon et qu'on en a besoin pour notre énergie. On a besoin de se reproduire. Donc quand on a une attraction sexuelle et ben, en fait, on a un signal cérébral qui nous dit qu'il faut y aller. Le plaisir va nourrir, en fait, le besoin, existentiel et on a aussi besoin d'interaction sociale. On est des animaux sociaux et donc, on a absolument besoin, de relations avec nos congénères. Sauf que les réseaux sociaux, en fait, ils sont venus bugger ce besoin d'avoir des relations sociales en les multipliant par l'infini. C'est exactement la même chose que quand l'industrie agroalimentaire a compris qu'il fallait mettre du sucre dans les aliments et faut se rappeler d'une chose assez intéressante, c'est qu'avant les années 80, l'obésité telle qu'on la connaît, ça n'existait pas. Il y avait pas, un certain pourcentage de la population qui était obèse. On a introduit le sucre et le gras dans les aliments. Du coup, on a buggé le système de récompense et on a fait que les gens se sont mis à manger beaucoup plus qu'ils en ont besoin. Et ben, en fait, l'obésité du corps qu'on a connue, on est en train de la répliquer avec une épidémie d'obésité psychique. On consomme, on consomme, on consomme. On n'a pas le temps de digérer ce qu'on a et donc du coup, en fait, on devient obèse psychiquement et donc du coup, on devient complètement, psychiquement immobile, incapable de produire quoi que ce soit.
et on a nos cerveaux qui sont devenus, gonflés, comme nos corps sont devenus gonflés avec, le sucre, et le gras. Et j'aime bien me rappeler toujours de ce film, qui je m'étais dit: «Ah, ils sont vraiment très forts», c'était dans Wall-E. Ce film de Pixar où à la fin on les voit tous obèses, sur des petites plateformes en train de se regarder des écrans et d'être comme ça totalement incapables d'aucune initiative. Puisqu'en fait, vous contrôlez plus ce que vous mangez, vous contrôlez plus ce que vous regardez, la seule chose que vous savez, c'est que vous voulez du stimuli. Et ben, en fait, c'est exactement ça qui est en train de nous arriver. C'est-à-dire qu'on a eu l'obésité, physique, qui n'a jamais reculé. Il y a jamais aucun pays du monde qui a réussi à faire réduire son obésité. Et ben, on est en train d'instaurer une épidémie d'obésité psychique et j'ai bien peur qu'on suive exactement le chemin, de l'obésité physique. Donc c'est extrêmement inquiétant. C'est toute la condition humaine finalement qui est en train de se retrouver transformée par l'arrivée de ces réseaux sociaux dans nos vies. Les conséquences de l'obésité psychique, d'abord, c'est on le constate, hein, c'est une grande anxiété, et l'incapacité, de ne plus être stimulé. C'est on n'est plus capable, d'avoir de l'ennui, on n'est plus capable d'avoir le vide et en fait, c'est un immense problème parce que notre cerveau, il a besoin de vide pour pouvoir créer, pour pouvoir s'auto-générer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, nos cerveaux ne seront plus capables de proposer quelque chose au monde et donc en fait, on est en train de se lobotomiser avec ces réseaux sociaux, avec cette drogue, digitale. Et on imagine très bien ce que ça peut être un avenir où les gens sont plus capables de faire de propositions. Déjà, c'est une population qui est extrêmement manipulable. C'est une population qui va être hyper émotive parce qu'en permanence, on joue avec son système émotionnel. Ça va être une population qui ne va plus supporter la frustration. Et donc c'est une je sais pas ce qui peut arriver, mais je pense qu'il peut arriver de graves problèmes. Je pense que c'est une population qui va être instable, une population qui sera devenue irresponsable, et une population qui va devenir extrêmement manipulable. Sachant en plus qu'aujourd'hui la folie en tant qu'Européens, c'est qu'en fait on a toute notre population, et notamment notre plus jeune population, qui est complètement dépendante d'une drogue qui est produite ailleurs. C'est-à-dire que n'importe qui peut déstabiliser la population en faisant comme ça. Donc oui, on peut, être menacé par des attaques, informatiques qui vont couper l'électricité, par des attaques militaires conventionnelles. Mais imaginez que tous nos cerveaux sont reliés aux réseaux sociaux. Donc ils ont une capacité de déstabilisation de notre psychisme qui est considérable. Or, quand même, stratégiquement, le psychisme de votre population, il est clé. Donc aujourd'hui, en plus, on est hyper exposé aux pays qui gèrent en fait, ces plateformes digitales, alors qu'on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi nous, Européens, on n'aurait pas le courage de siffler la fin de ça. Alors, il faudra gérer les sevrages, il faudra trouver des substituts, comme on a des gommes à la nicotine, il faudra trouver des substituts pour les réseaux sociaux, mais on n'a aucun, même nous, intérêt à continuer avec ces réseaux sociaux, ce qui n'est pas le cas des Américains, ce qui n'est pas forcément le cas des Chinois, même si les Chinois, ça fait longtemps qu'ils ont commencé à se protéger parce qu'ils ont vu le risque pour leur jeunesse. On répète, hein, on le dit tout le temps, en période de la réforme des retraites, mais en plus, on a un problème démographique. Donc on a une population qui vieillit, qui va devoir, être, entretenue en quelque sorte par une jeunesse qui se retrouve complètement affaiblie, par les réseaux sociaux. Donc en plus, on se crée un problème sur un problème qui existe déjà, donc il est temps de s'en occuper et je pense que plus important que le problème des retraites, c'est la santé mentale des gens qui vont devoir assumer ces populations vieillissantes dans les années à venir. Donc c'est pour ça que, c'est mon premier sujet et c'est pour ça que pour moi, c'est le sujet du moment. Tant qu'on n'a pas traité ce sujet-là, ça sert à rien de s'occuper des autres sujets. Parce que c'est un drame et il va falloir le régler le plus vite possible. Ça, c'est pareil, c'est est-ce qu'on peut, avoir une utilisation responsable de cocaïne? Est-ce qu'on peut avoir une utilisation responsable, de McDonald's? Est-ce qu'on peut avoir une utilisation, responsable de cigarettes? Ma réponse, elle est non. Pourquoi? Parce que ces réseaux sociaux sont créés pour vous rendre dépendant. Vous êtes pas du tout en train de consommer de l'information et là, il y a un débat encore, tout le temps, on dit: «Mais et la liberté d'expression?» Donc ceux qui seraient contre la drogue digitale seraient contre la liberté d'expression. Mais pas du tout. Encore une fois, c'est pas le contenu qui pose problème. Moi, je suis pas pour la modération. Je suis pas pour, supprimer certaines vidéos des réseaux sociaux. Encore une fois, on n'a rien compris à ce qu'étaient les réseaux sociaux. C'est une drogue. Tout le monde s'en fout de la vidéo que vous allez regarder. Zuckerberg, les gens de TikTok, ils s'en moquent. Supprimer des vidéos, c'est pas un problème pour eux. Donc vous leur faites même pas mal, en fait. Ils en auront d'autres des vidéos. L'algorithme, il trouvera autre chose pour vous rendre dépendant. Donc la liberté d'expression, OK. Moi, que tout existe, il y a aucun problème. Simplement pas avec des algorithmes qui sont faits pour vous rendre dépendant. Sur d'autres plateformes,
où en gros vous consultez de l'information sans ce besoin que vous soyez dépendant et que vous y passiez la moitié, les 3/4 de votre temps éveillé et que ça vous détruise votre psychisme, vos relations sociales et que vous vous retrouvez dans une rame de métro où vous avez 99,9% de la population qui est comme ça. N'importe qui viendrait d'une autre époque, qui rentrerait dans une rame de métro, mais ils sont drogués! Mais c'est pas possible, ils sont drogués! Mais oui, 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 ils sont drogués, mais nous on s'en rend même plus compte en fait. Parce qu'on est drogués aussi. Et moi aussi je suis sur mon téléphone parce que mon cerveau est pas plus puissant que le cerveau de n'importe qui. Donc il y a pas d'utilisation raisonnable. Bah, moi, quand j'étais enfant, je m'ennuyais, comme tous les enfants. Je disais au bout d'une heure à ma mère, «Je me fais chier maman, est-ce que je peux appeler un copain?» Donc je prenais le téléphone, j'ai appelé un copain, «Salut Romain, est-ce que tu peux descendre en bas dans la résidence?» «Bah, pas de problème, je descends, on se retrouve dans 5 minutes». Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un vide, mon cerveau a généré une action, j'ai eu un plan, je me suis dit: «Je vais pouvoir aller jouer au foot avec mon copain». Je l'ai appelé, on est descendu, on a joué au foot. Donc ça, c'est le phénomène normal, c'est-à-dire que mon cerveau est encore capable de créer, je suis encore capable de m'autogénérer. Quand je suis drogué au réseau social, comme je l'ai été parfois, je rentrais du travail, il m'est même arrivé parfois d'aller aux toilettes juste pour pouvoir, sans honte, sortir mon téléphone et me mettre sur TikTok et tac, je scrolle. Et là, je suis parti pour 2 heures de scroll. J'ai rien initié. J'ai aucun plan, je n'ai rien fait. J'ai confié mon temps cérébral à ByteDance, je lui ai donné et lui, il l'a vendu. Faut comprendre que, l'industrie du tabac, c'est encore 1 000 milliards de chiffre d'affaires par an. C'est à peu près, la même chose, pour la tech américaine. Il faut se rendre compte une chose et c'est là où c'est très grave, c'est que ce trafic de drogue digitale, il porte la croissance américaine aujourd'hui. Quand vous lisez la presse économique, la croissance américaine ne repose plus que sur la tech. C'est-à-dire, en grande partie, sur la vente au monde entier de drogue digitale, comme ils vendent aussi de la drogue alimentaire et comme ils ont vendu des cigarettes. Donc leur domination, elle est aussi liée, en fait, à quelque chose qu'ils présentent comme très cool, mais qui n'est que l'irrigation du monde entier par des drogues. Et ils le savent très bien. Ils le savent très bien. C'est pour ça qu'ils jouent avec nous en faisant les modérateurs, en disant: «Ah, vous aimez pas trop ces vidéos? Bon d'accord, on va les sortir». Ils savent très bien ce qu'ils font. Sauf que nous, on est trop bêtes et au lieu, de simplement voir les choses en face, on préfère se cacher et faire des petites choses qui servent strictement à rien. Patrick Lelay disait effectivement que son métier, c'était de vendre du temps de cerveau, disponible. Donc ce business model, c'est le même business model que les plateformes, de réseaux sociaux. Simplement, c'est pas le même mécanisme. Vous avez pas des algorithmes qui recherchent à vous rendre dépendant à la télévision. Il y avait probablement des programmateurs, qui avaient comme idée, de rendre dépendant, la ménagère, qui achetait, les produits, pour le foyer, au programme pour lui exposer de la publicité. Mais ça marchait assez mal par rapport, aux réseaux sociaux. Moi, j'étais entrepreneur, j'ai créé plusieurs entreprises et j'avais créé une entreprise où il s'agissait au tout début de vendre des produits sur les plateformes de réseaux sociaux. Et en fait, on s'est rendu compte que la rentabilité de l'espace média sur les réseaux sociaux, elle est 10 fois supérieure à ce que vous pouvez faire à la télévision, à une campagne d'affichage dans le métro, sur les bus. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est 10 fois plus addictogène. Tout montre qu'effectivement, ils ont trouvé une drogue. Alors attention, ils n'ont pas cherché à créer une drogue. Ils ont, avec des grandes idées, comme beaucoup d'Américains, pensé qu'ils allaient libérer le monde. Les hommes d'affaires, ont trouvé que c'était extrêmement rentable, et ils ont continué, ils ont cherché à rendre, la technologie, de plus en plus efficace. Au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même un petit problème de drogue et après la stratégie, c'est de se défendre en disant que c'est pas du tout vrai. Sans doute que certains pensent encore, qu'ils font le bien dans le monde. Je crois que quand on regarde les chiffres de santé mentale des adolescents, vous avez 20% des adolescents qui disent qu'ils ont pensé à se tuer sur l'année précédente. Vous avez quand même du mal à vous dire, que vous êtes, au lieu d'être un libérateur des peuples, que vous n'êtes pas devenu un narcotrafiquant, qui s'enrichit à coups de milliards sur la santé mentale des adolescents. D'ailleurs, vous êtes en train de plomber même l'avenir de la planète. On parle de grands risques qui reposent sur nos sociétés. Moi, je pense que ce risque-là est bien plus important que les autres risques, dont on entend parler. Simplement, il est cool. Ça a été bien marketé et donc du coup, on est persuadé que tout va bien. Je ne connais pas les impacts que ça aura.
Quand on a commencé à faire fumer tout le monde, dans les années 50 et 60 et qu'on distribuait des paquets de cigarettes à l'armée, au service militaire, on ne savait pas ce qui allait se produire. On a mis 30 ans à comprendre les épidémies de cancer, les épidémies d'infarctus, les épidémies d'AVC, les malformations fœtales. On a mis énormément de temps. Moi, je ne peux pas vous dire. La seule chose que je fais, c'est regarder les chiffres et aujourd'hui avec mon équipe, d'ailleurs, on a sorti une publication il y a 2 jours, on calcule et on sait que la dégradation de la santé mentale des jeunes est directement imputable à l'augmentation de l'utilisation des réseaux sociaux. Donc l'effet que je peux vous garantir, c'est qu'aujourd'hui, ça détruit, leur psychisme. L'autre chose que je peux vous dire, c'est qu'un enfant qui fait une dépression, il a 60 de chances de plus de refaire des dépressions à l'âge adulte. Donc ce que j'imagine, c'est qu'on va avoir des générations qui vont être extrêmement fragilisées sur le plan psychique et donc que ça va nous poser des problèmes pour construire le monde de demain ou même pour maintenir le monde d'aujourd'hui. Donc on s'est fragilisé. Après, de façon globale, ce que ça va créer, honnêtement, c'est impossible à dire. Et je lis en ce moment un livre, de David Foster Wallace, qui est un Américain, qui a sorti ce livre avant les réseaux sociaux en 2000. Et dans ce livre, il y a un divertissement qui a été créé par un artiste génie, qui s'appelle l'Infini Comédie. Et en fait, il avait imaginé un divertissement qui était une vidéo, parce qu'à l'époque, on avait, vous savez, des VHS et des DVD, et les gens se mettraient devant cette vidéo, et en fait, ils ne pourraient plus s'en détacher. C'est-à-dire qu'ils la regarderaient en boucle et se laisseraient mourir de faim, mourir de soif à force de regarder cette vidéo. Ce type était un génie et il avait vu exactement ce qu'il allait se passer. Il n'avait pas imaginé que ce serait sur des smartphones. Il n'avait pas imaginé que ce serait avec des réseaux sociaux. Il n'avait pas imaginé qu'il y aurait des algorithmes, mais il avait imaginé qu'un divertissement était capable, finalement, de complètement vous anéantir en ne vous faisant pas décrocher les yeux de l'écran. Et c'est pour vous dire à quel point, finalement, les choses sont écrites. C'était presque peut-être dans notre condition, en fait, d'en arriver là. Maintenant, il faut simplement s'en rendre compte et essayer de se décrocher, mais honnêtement, on n'a pas réussi, comme je vous dis, avec la nourriture. Je suis pas forcément extrêmement optimiste sur notre capacité à se décrocher, de cette drogue digitale. Le réseau social le plus puissant du monde, la meilleure cam, c'est TikTok. Ça, c'est sûr, c'est de la dure de dure. Les Américains sont furieux de ne pas l'avoir trouvé. Cette cam a été, imaginée en Chine, dans la Silicon Valley, chinoise, mais c'est un nom très compliqué à prononcer, donc je ne le prononcerai pas. Et celle-là, c'est la meilleure. Et d'ailleurs, ils ont réussi, à force de tordre le bras de la Chine, à se l'approprier. Donc maintenant, TikTok est en partie américaine et les Américains vont pouvoir dealer cette drogue comme ils dealent toutes les autres. Et ils sont extrêmement contents de ça. Mais oui, c'est la plus puissante. Et après, vous avez toutes les autres plateformes. Mais celle-là se démarque du reste des autres drogues. Est-ce que c'est le format de la vidéo? Est-ce que, c'est qu'ils ont pris de l'avance? Est-ce que c'est l'algorithme qui serait la recette chimique? J'en sais rien. Je sais qu'elle est extrêmement puissante. Je l'ai essayé effectivement, c'est de la bonne, comme on dit. On voit les effets, on voit qu'elle est beaucoup plus toxique, que les autres et on voit dans les chiffres, effectivement de croissance. Donc, TikTok est la meilleure drogue sur le marché, mais il y en aura peut-être une autre, qui va être développée et qui nous rendra, encore plus malheureux plus vite et encore plus dépendants, plus vite. On a regardé le temps d'écran par application pour faire notre étude, que je conseille à tout le monde d'aller bon, c'est du langage scientifique, donc c'est assez complexe. Nous, en 2022, on avait déjà 3 heures et demie par jour, sur les réseaux sociaux, hein. Je parle même pas du temps passé, sur le téléphone. On voit et ce qui est très intéressant, c'est on voit la courbe, en fait, d'utilisation et à chaque fois que vous avez un nouveau réseau social qui arrive, hop, ça remonte encore et TikTok, c'est devenu, ça a redressé la courbe de façon, phénoménal. Mais aujourd'hui, voilà, 2022, c'était 3 heures et demie. On doit être entre 3 heures et demie et 4 heures de temps cérébral, donné à ces plateformes, de réseaux sociaux. Avant d'avoir ces réseaux sociaux, bah, on avait des vraies relations sociales. Donc on parlait avec, les gens qui étaient chez nous, au lieu d'être tous sur nos téléphones. On appelait des amis, on téléphonait beaucoup. Les gens ne s'appellent plus. On allait dans des cafés, on lisait. Voilà. Je vais pas les donner, mais c'est pour vous dire les activités très simples qui ont été, totalement substituées à la consommation de cette drogue. Moi, je pense qu'il faut pas juger l'époque. Heu, je suis de ceux qui pensent que l'époque, n'est que la conséquence, des conditions dans lesquelles on vit. On n'est pas en train de se dégrader. L'homme ne se dégrade pas. L'homme a plutôt tendance à s'améliorer parce qu'il accumule la connaissance des générations d'avant. D'ailleurs, c'est la seule espèce qui progresse parce qu'elle s'enrichit de ce que les gens d'avant, avaient déjà créé, avaient déjà pensé.
Le problème, c'est que, il y a des gens trop malins qui ont trouvé les failles de l'homme et que les choses vont beaucoup plus vite et que, des gens ont trouvé la faille pour nous faire devenir obèses. Des gens ont trouvé la faille pour nous faire devenir, complètement, malheureux et isolés et il faut juste lutter. En fait, on est dans une époque où il faut conscientiser. On ne peut plus vivre à l'état sauvage parce que si aujourd'hui vous vivez à l'état sauvage, c'est comme si vous vous abandonniez aux dealers, de drogue digitale, aux dealers de drogue alimentaire, aux dealers de drogue tout court. Donc en fait, votre cerveau, notre cerveau, est trop faible pour lutter et s'abandonner librement comme l'homme pouvait s'abandonner avant. Les toxiques sont là, les prédateurs sont là et donc il faut le savoir et il faut se battre et se battre, c'est avec une discipline intérieure et le problème, c'est que plus vous êtes malheureux, plus vous avez envie de cette drogue. Et moi, je m'en rends compte, hein, dans les moments où ça allait pas, je mangeais que du sucre. Je passais mon temps sur les réseaux sociaux, je pouvais avoir envie d'une cigarette et je pouvais avoir envie de boire un verre. Mais ce que je faisais le plus, c'était d'aller sur les réseaux sociaux. Donc quand on va bien, à la limite, on a suffisamment de force pour essayer de faire autre chose. Dans les moments où ça va pas, on va avoir tendance à aller vers cette drogue. C'est pour ça qu'il faut que collectivement, il y ait des choses qui soient faites. Individuellement, on sera trop faible. On peut pas lutter, ils sont trop forts. Ils sont trop forts, c'est les meilleurs ingénieurs, c'est les meilleurs marketeurs, c'est les meilleurs lobbyistes, c'est mort. Si collectivement, on arrive à conscientiser et à se mettre des garde-fous, c'est-à-dire des règles de vie qui fait qu'on va être moins exposé, à ce moment-là, on peut s'en sortir. Les pays qui ont le plus d'avenir sont les pays qui mettront le plus tôt possible des garde-fous contre l'emprise de ces réseaux sociaux. La solution, elle sera forcément politique, elle sera forcément collective et pour nous, elle sera à mon avis forcément, européenne. Je suis pas du tout un pro de la guerre politique que peuvent se faire les pays et les régions, entre elles. Mais quand je parle aux gens qui connaissent, parce que ça fait quand même un bout de temps que je rencontre des élus, des scientifiques pour parler de ce sujet-là, ce qui me semble, c'est que la solution, sera européenne. En tout cas, la solution ne viendra pas des médecins ni des psychiatres, parce que les gens qui sont les plus sceptiques sur la théorie de la drogue des réseaux sociaux, sont, les psychiatres, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vu venir. Je me souviens très bien, en 2022, tout ça a commencé à la période du Covid, hein. C'est le Covid qui m'a fait sauter aux yeux, en fait, on s'est rendu compte que les jeunes n'allaient pas bien. On s'est rendu compte que ça avait commencé avant le Covid et après on a commencé à travailler sur les raisons réelles de cette dégradation de la santé mentale des plus jeunes. On s'est rendu compte qu'il y avait le phénomène, la crise de santé publique des réseaux sociaux et en 2022, je réunis dans mes bureaux, avec mes équipes, des psychiatres, des pédopsychiatres et on leur dit: «Bon, bah, regardez les chiffres, c'est quand même extrêmement inquiétant, qu'est-ce qui se passe?» Alors ils nous disent: «Bah, il se passe, on voit la même chose. Dans nos services d'adultes, on est obligé d'héberger des enfants. Les services de pédopsychiatrie, ils explosent et donc il y a vraiment quelque chose qui se passe». Mais quoi? Pourquoi ça se met à exploser? Et ils nous disent: «Ah bah non, nous, on sait pas. Notre boulot, c'est de faire de la place dans les services, c'est de pouvoir les accueillir, c'est de répondre, aux besoins, mais on n'en a aucune idée». Et en fait, c'est comme finalement pendant le Covid, je me rends compte que les médecins se posent pas trop ce genre de questions, en fait. Donc, encore une fois, c'est aux épidémiologistes de travailler, aux politiques de travailler. Les médecins vont s'occuper des patients, et il y en aura de plus en plus, mais, c'est pas les médecins qui vont trouver les solutions parce qu'eux, ils ont du mal, en fait, à appréhender les causes des conséquences qu'ils ont, au dernier moment. Donc ça se jouera ailleurs. Moi, je suis père, j'ai 4 enfants. Heu, je leur ai toujours dit: «Vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez dans la vie, mais pas de drogue». Et donc je leur dis: «Pas de réseaux sociaux». À la limite, le smartphone, pour échanger avec les amis, mais c'est déjà en quelque sorte un peu une drogue parce que les boucles WhatsApp, on y est drogué aussi et c'est pas une vraie relation. Mais c'est rien comparé aux algos des réseaux sociaux. Donc retarder, empêcher les enfants de toucher à cette drogue parce qu'une fois qu'on y a touché, on est quelque part un petit peu condamné. Encore une fois, on n'est pas assez fort. Nos enfants ne sont pas assez forts pour lutter. Ils sont trop forts. Après, une fois qu'ils sont intoxiqués, eh ben, il faut les techniques pour se désintoxiquer. Donc contrôler le temps, donc faire, un peu de la réduction du risque, de la réduction de l'exposition et aller au sevrage le plus vite possible
en limitant toute la frustration, toute l'angoisse que ça va créer chez les enfants, tout en étant conscient qu'on va créer le sevrage d'une drogue, ça crée des symptômes, ça va créer de l'angoisse, de la colère, de la frustration, mais il faudra passer par là pour réussir à se sevrer et les sevrer le plus tôt possible. Parce que le problème, c'est que déjà, ça crée de la maladie mentale et en plus, pendant qu'ils sont dans cette période de d'emprise de la drogue, ils ne développent pas tout ce qu'ils doivent développer. Il ne faut pas oublier que l'enfance, c'est un moment où on doit se développer pour devenir adulte. Donc on prend du retard sur sa construction psychique, on s'endommage, et donc il faut limiter l'exposition des enfants au maximum. Donc ne pas toucher à la drogue digitale, mais si c'est trop tard, et ben à ce moment-là, il faut baisser la consommation et aller au sevrage le plus vite possible. Les cures de désintoxication aux réseaux sociaux, elles existent. Elles existent. Les centres de désintoxication ont des programmes spécifiques, ont ouvert des programmes spécifiques pour les réseaux sociaux. Et c'est là-dessus qu'ils doivent investir, parce que c'est une drogue que tout le monde consomme. Personne n'a conscience pour l'instant que c'est de la drogue. J'ose espérer que les choses comme ce podcast vont changer un petit peu la conscientisation du fait qu'on est drogué, et donc les gens vont chercher à se désintoxiquer. Donc ces programmes, évidemment, ont un avenir considérable, et ça va être un des soins qu'il faudra proposer à la population dans les années à venir. Alors, pour moi, il n'y a aucun point positif dans les réseaux sociaux. C'est fabriqué comme une drogue. Le modèle économique, c'est le modèle économique de la dépendance de la drogue. Donc, il y a du bénéfique à des outils numériques, mais à partir du moment où cet outil numérique est basé sur un algorithme qui est conçu comme une drogue, non. Il ne faut pas y toucher, il n'y a pas d'effet bénéfique à la cocaïne, il n'y a pas d'effet bénéfique à fumer des joints, il n'y a pas d'effet bénéfique à manger gras sucré et à aller dans des fast-foods où la qualité nutritionnelle est extrêmement mauvaise. Tout ce genre de discours est dangereux. Ce qu'il faut, c'est être extrêmement simple, vivre en dehors de l'emprise de ces drogues. Malheureusement, c'est très difficile, donc il faut de la volonté, et il faut de l'information.